Ça fait maintenant 1 an, mon nom est toujours Martin Thomas Côté et je suis encore accompagné d'Alan Lévesque et Patrice Riverain. Qui l'eût cru? On a réussi à s'endurer pendant 1 an et vous écoutez Les Injustes. Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec Les Injustes. Messieurs, bonsoir. 1 an qui l'eût cru? Ben, au départ, peut-être qu'on l'aurait pas cru, mais tu sais, on visait pas mal réussir à survivre, malgré l'hiver passé plutôt difficile qu'on avait eu. Le temps des fêtes n'a pas été clément avec nous, n'a pas été très gentil. Le temps des fêtes a été brutal. Le temps des fêtes a été tough. Mais non, sérieusement, bien content, là. C'est le premier épisode, on est sorti le 22 septembre l'année dernière. Ça ressemble au... Ben, on avait un pilote un peu avant où on a testé voir notre chimie en ondes, si ça fonctionnait, si on était capable de tenir une conversation plus que 2 minutes. Si on n'était pas trop niaiseux. C'est ça, exactement. Puis finalement, ça a quand même bien été. Ouais, ça fait 1 an, là. Ça fait... 22 septembre, je pense que c'est dans ces alentours-là. Ben, effectivement, puis dans cette année-là, j'ai lu du stock, ça a été incroyable. C'est mon gars, là, sérieusement, quand ça nous a craqué à lire du stock dans cette année-là. Au niveau de la BD, là, j'ai triplé ce que je lisais normalement. Là. Exponentiel, puis tu sais, c'est le fun parce qu'on en parle au travers des épisodes, puis j'espère que ça a eu le même effet chez vous, ceux qui nous écoutent. Moi, j'avais lâché la bande dessinée, beaucoup. Tu sais, quand on a recommencé le projet, je venais de racheter quelques petits trucs à gauche, à droite, et ça m'a forcé à faire un rattrapage hallucinant sur tout ce qui s'était passé depuis que j'avais abandonné la bande dessinée. Écoute, ça nous place en 2009-2010 à peu près. Là. Ben, moi, j'avais repris la bande dessinée avec Star Wars chez Marvel, que les nouveaux films ont sorti, puis qu'ils ont décidé de construire les séries chez Marvel. J'avais recommencé la BD à ce moment-là, mais j'étais assez limité sur tout ce que je faisais. Mais là, j'ai recommencé une couple de séries, je pige à gauche, à droite, puis je me ramasse les TP d'un peu n'importe quoi. Les gars, vous m'avez fait... d'abord, vous avez fait rouler mon compte Amazon de façon exponentielle. Mais vous m'avez redonné le goût de lire plein de trucs. Vous m'avez fait découvrir plein de trucs aussi. Les séries que j'ai découvertes, les personnes, les dessinateurs, les auteurs que j'avais manqués durant toute cette période-là. J'en ai redécouvert aussi, des gens que j'aimais bien, puis que je suis content de voir qui sont encore dans l'industrie, qui font des trucs qui sont sympathiques. On a fait quelques road trips ensemble, on a vu des trucs. C'est un peu, en fait, comme quand tu mises sur les games de hockey, tu sais, ça te force à écouter toutes les games, ça te force à te concentrer sur plus que ton équipe à toi. Ben, notre podcast nous force à être curieux puis à aller chercher plein de trucs. Ah oui, carrément. Se réintéresser. Ben, regarde, moi, là, tu sais, on se le cache pas, là, je suis libraire. Là. C'est se réintéresser aussi là, à une industrie où tu as les 2 pieds dedans, t'en places plus que ton compte. Là. Tu viens écœuré que ta job, des fois, soit trop physique, mais tout d'un coup, t'arrives, puis là, tu dis « Colin, ça, c'est sorti. » Ou « Hein? Avez-vous vu telle édition ou telle affaire? » De voir passer des trucs où on se serait cru... bon, tu sais, moi aussi, il y a eu un désintéressement à un moment donné. Là. Ben, on n'a pas le choix. À un moment donné, ben, sans dire, j'aime pas le mot on vieillit tous, mais à un moment donné, dans notre région, c'est difficile aussi de trouver des gens avec qui partager ce qu'on vient de lire, parce que c'est le fun de lire quelque chose, mais c'est encore plus le fun de fermer la bande dessinée et de dire, mais que je compte ça à Alan, ou mais qu'on en parle en groupe. Mais qu'on en parle. Ça va être le fun. Ça, là, c'est le point majeur. Mais qu'on en parle. Parce que t'arrives là, puis là, tu places... Tu lis une BD, tu découvres de quoi, un nouveau roman de science-fiction ou des trucs. Tu sais, j'ai lu, j'ai jamais arrêté de lire autant de romans d'horreur ou de science-fiction, mais d'en parler, là, à part essayer de le vendre à quelqu'un, mais en parler pour triper d'en parler, puis que tu n'aies pas envie de le lire parce qu'il y a trop d'araignées dedans, comme la dernière fois. Là. Ben, écoute, ça, là, c'est tellement précieux, génial. Là. Ah non, c'est le fun. Puis, tu sais, on a tous des cercles en dehors de celui qu'on forme en tant qu'injuste. Puis, c'est pas vrai que ceux qui sont dans mon cercle actuellement partagent, par exemple, le trip que j'ai en bande dessinée ou en lecture. Fait que le but de se partir le podcast, c'était d'abord d'échanger entre nous autres, de revoir notre passion, d'avoir des interactions. Puis, après ça, d'avoir des gens qui se greffent à ça. Puis je suis content de voir que notre page, ça augmente. C'est pas à la vitesse exponentielle, mais ceux qui sont avec nous, ils sont vraiment avec nous. Ils sont pas juste de passage. Puis ça, j'aime ça. Ça nous a permis d'échanger avec eux aussi. Puis ça nous fait toujours plaisir d'échanger. On n'a pas la science infuse, à part peut-être Alan. Là. Alan a la science infuse.
Je confirme. Alors voilà, maintenant, à part Alan. T'as la science, c'est Oui. Totalement. Alan a la science infuse. veux pas Donc, en contredire dehors de Martin. Alan, on est tous au même niveau, Ouais, sauf Alan. non, on n'est pas à ton niveau, tu étais une vedette. Oui, j'avoue que moi, je suis probablement la vedette pas connue à l'extérieur de ma région, mais quand même. Puis moi, je suis le seul intelligent du groupe. Sur ce, on va y aller avec nos sujets du show. Sérieux, je peux pas croire que je t'ai laissé dire ça sans même couper ton micro. En passant, tu t'approcheras du micro, on t'entend mal. Ça m'approche. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent depuis le début, là, vous remarquerez qu'on a probablement réglé le problème technique aujourd'hui de la musique qui joue en arrière. Là. Mais J'aimais ça quand tu parlais, ça me permettait de décrocher puis écouter d'autres choses. Là. je pourrais me mettre à surlutter pendant que Martin va parler. Non. On a Debbie Lynch White pour ça. Puis au pire, on sortira un album. Ça va faire du bien. Ça va faire plaisir à tout le monde. Allez, on commence ça avec Marvel. Et pas nécessairement du côté des comics. Beaucoup de choses qui sont sorties dans les derniers temps. D'abord, il y a eu, c'est quoi, la deuxième ou troisième saison d'Iron Fist? C'était la deuxième saison d'Iron Fist. Moi, j'ai décroché après la deuxième saison de Daredevil. Je m'excuse, là, j'ai écouté la première avec attention. J'ai adoré ça. J'ai jamais été capable d'accrocher sur la deuxième pour une raison complètement inexpliquée. Quand il y a eu les Defenders, Iron Fist puis toutes les bebelles, j'ai rien accroché de ça. Là. Peut-être que le gros problème qu'il y avait eu, t'es pas quelqu'un qui connaît beaucoup le personnage du Punisher. Puis il y a un gros problème qu'il y a eu dans la deuxième saison de Daredevil, c'est de la façon qu'il l'avait approché, puis du fait qu'il faisait comme douter de sa conviction de tueur, puis tout le bout du procès du milieu, il tombait comme un petit peu à plat avant de reprendre une montée puis mieux finir la saison. Puis il y avait des Defenders, votre critique m'avait carrément pas donné le goût de me lancer là-dedans. Là. Puis Mais, Jessica Jones, je la connais pas, ce personnage-là, ça m'intéresse pas. Là. Moi, j'avais pas aimé la première saison, j'ai même pas encore osé écouter la deuxième saison parce que tout le monde qui ont trippé sa première saison ont dit que la deuxième était catastrophique. Moi, je m'étais forcé, j'en ai presque braillé en écoutant la première saison tellement que j'ai détesté ça. Jessica Jones, ça? Oui, effectivement. Okay. Puis après Defender, il avait sorti Iron Fist. Mais non, juste avant. Mais Iron Fist, ça avait été encore un gros problème de scénarisation, ce qui ne savait pas ce qui s'en allait. Des personnages qui étaient mal travaillés, une histoire qui était lente, qui se développait pas. As-tu écouté, Pat? Defender? Non, Defender, Fist? la première saison d'Iron Fist? Non. J'avais eu trop de mauvais commentaires. Mais moi, Defender, j'avais tellement détesté ça. Là. Hey, je repense encore à ma critique dévastatrice des combats. Là. Oui. Écoute... Ils sont pas capables de puncher le monde, ils vont se relever pour se battre encore. Non, écoute, j'ai pas osé embarquer. Mais là, la deuxième saison est sortie. Là, t'arrives avec la deuxième saison d'Iron Fist. De un, le problème, j'ai souvent parlé des séries qui étaient trop longues de Netflix, les épisodes trop longs, puis du 13 épisodes. Ouais, c'est ça. Il y a toujours un ou deux épisodes. Même dans la première saison de Daredevil, il y a facilement 2 épisodes de trop. Mais là, ils ont droppé ça à 10. Ce qui est raisonnable. Tous les épisodes sont en bas de 55 minutes. Ce qui est aussi raisonnable. Ce qui est brillant, puis de faire de 1h10 pour de 1h. Mais là, il commence la deuxième saison. De un, je dirais qu'en partant qu'il commence à faire des combats, tu fais comme, OK, ils se sont appliqués ces chorégraphies, ils ont compris. Puis ils commencent à travailler les personnages aussi. Mais c'est tard en deuxième saison quand tu vois que des gens comme moi et Pat, on a décroché? Non, pas vraiment, parce que dès que tu connais un petit peu les personnages, c'est sûr que le monde qui ne connaisse pas vraiment Iron Fist, Defender, même les filles du dragon, là, c'est Misty Knight et Colleen, malgré le fait qu'il n'y a pas grand monde qui les connaît réellement, mais il y a qu'à avoir un petit background. Mais quand tu écoutes la deuxième saison, ils ne reviennent presque pas sa première, c'est Defender. Ils ne parlent pas de The End. Ils font quelques références au père qui travaillait pour Réseau que Ward a tué. Les références sont très minimes. Les seules références qu'ils font durant toute la saison, ils parlent des problèmes d'Iron Fist qui ne contrôlait pas sa colère, qui était toujours en crise, qui était toujours incapable de prendre une bonne décision. Dans cette saison-là, pendant les 10 épisodes, ils travaillent le côté négatif du personnage, puis il travaille, puis il explique pourquoi. Parce que tu te rends compte que finalement, quand Kong Long, il n'a pas appris à être zen puis à être un super champion des arts martiaux. Il entraîne du monde pour tuer le dragon, pour ramasser le pouvoir du Iron Fist et buter The End. Il entraîne pratiquement des tueurs sans conscience. Mais tu vois, j'ai perdu tout intérêt envers les séries Netflix de Marvel quand j'ai su qu'on n'allait pas les intégrer, par exemple, dans Infinity War. J'aurais aimé ça. Peut-être en voir quelques-uns, ne serait-ce que Daredevil qui a été probablement leur plus gros succès. J'ai de la difficulté avec le format aussi, je sais pas, ça, c'est comme les Agents of S.H.I.E.L.D. puis toutes ces affaires-là. Mais Agents of S.H.I.E.L.D., c'est un chef-d'œuvre. Je suis en train de finir la 5e saison, là, puis à chaque saison, je me dis, ils peuvent pas faire que mieux que la saison précédente. Moi, à un moment donné, du moment où tu sais que dans Captain America, Winter Soldier, S.H.I.E.L.D., c'est de la boîte. Ben, c'est parce que le problème, c'est que t'as pas écouté justement Agents of S.H.I.E.L.D. Là, tu me fais des vieux, mais c'est pas grave. Parce que Agents of S.H.I.E.L.D., le problème qu'il y avait eu dans la première saison, c'est qu'il fallait qu'il attende que Winter Soldier sorte. Ça fait que la première saison, jusqu'au 19e épisode, là, hein, c'était les good guys, puis tout allait bien. Puis dès que Winter Soldier a sorti, Hydra a sorti de S.H.I.E.L.D., puis tout a pété.
mais ça a pris 19 épisodes sur 23. Ah, c'est long. Ça a été très long, puis une fois que ça a pété, puis ils ont mis Hydra dedans, là, hein, la série est partie en flèche, elle a monté. Le personnage principal, là, hein, Brett Dalton, là, je me rappelle plus du personnage qu'il faisait dans la série, là, j'ai perdu son nom, ça fait un bout de temps qu'il est mort. Tu sais, qui était comme le cute, le bon garçon tout. Il est devenu le méchant de la série, puis le pire tueur de Hydra. T'sais, ils ont tout twisté la série au grand complet. Ils avaient viré ça, puis chaque saison, là, hein, c'est toujours de plus en plus bon. Bon coup, mauvais coup de les avoir peut-être éloignés des films du Marvel Universe? C'est un bon coup, parce que les films sont déjà assez gros de même. Ils ont-tu besoin d'avoir du support cast de même? T'sais, ils ont déjà 300 000 super-héros. Là. Ils ont-tu besoin d'avoir un concierge puis un gars qui... Oui, mais dans la scène d'ouverture, par exemple, quand ils sont à New York, à Infinity War, avec Doctor Strange, Iron Man, Spider-Man, d'avoir eu Daredevil, ça aurait pas... Ça, tu viens de le contredire avec quelque chose que tu n'arrêtes pas de dire aussi au niveau du MCU. Tu dis toujours que le monde sont mêlés et qu'ils ne se rappellent pas du film précédent. C'est que si je commence à mettre les épisodes TV à travers, là, hein, ben, imagine quand ils sont mêlés du monde. Non, ça c'est clair. Pendant qu'on parle de Iron Fist de Marvel, il y avait 2 bandes J'ai même pas fini Iron Fist. Non, j'ai pas fini. Excuse-moi. Oui. Tu m'as coupé et tu as changé ça. C'est parce que c'est ça, c'est parce que faute. là, comme je le disais, ils travaillaient sur le personnage. C'est qu'ils ont tous travaillé le côté du Iron Fist. Ils ont redécouvert le personnage. Puis même au niveau de Ward, qui est un personnage qui était totalement exécrable dans la première saison, là, ils ont réussi à rendre le personnage hyper sympathique. Tu t'attaches, tu fais comme, OK, ils ont appris. Puis de la façon qu'ils ont viré la saison, là, tu sens qu'ils veulent faire les filles du dragon. Colleen, là, hein, il travaille le personnage, puis il veut l'envoyer comme étant le personnage principal. Misty Knight, elle va devenir un personnage principal aussi. Puis Tifoïne et Marie qui ont rapproché là-dedans aussi, là, sont en train de faire un trio là, avec un méchant pour... justement partir une nouvelle série, puis s'en sortir, puis encore un gros avantage pour Marvel, puis même Netflix, ça va être un all-cast féminin pour une série de super-héros. Chose qu'ils essayent de faire un peu partout, mais là, ils ont tout tiré les idées, puis ils ont tout aligné ça là-dedans. Defender 2, ça va-tu arriver aussi? Non, ça va être vraiment les Daughters of Dragon, ça va être les filles du dragon, là. Je suis convaincu que la prochaine annonce qu'ils vont faire, qui va être ça va être les Daughters of Dragon contre Tifoïne Marie, puis la façon qu'ils ont présenté le personnage, là. Puis aussi, la finale de Iron Fist saison 2, il présente en quelque sorte Orson Randall, c'est comme... Pas de punch! Non, mais il parle de Orson Randall, puis il va s'enligner là-dedans, puis ça sera en ligne sur la meilleure série de Iron Fist que j'ai jamais eue. Si vous voulez vous intéresser au personnage, il y a un 18 numéros à lire à peu près, je ne me trompe pas, c'est la run de Ed Brubaker avec David Aja. Si vous voulez vous intéresser à Iron Fist, c'est le 18 numéros à ramasser. C'était quoi le nom de cette série-là? C'était juste Immortal Iron Fist. Immortal Iron Fist. Oui, avec le conflit qu'il y avait à Konglun, Underhand. C'est en quelle année, ça, à peu près? C'était vers 2005 que ça avait sorti. C'est quand même assez récent. Oui, c'est très récent, puis c'est vraiment un gros must. Sérieusement, là, lancez-vous tête baissée, là, même si vous avez plus ou moins écouté la première saison d'Iron Fist, puis même Defender, là, hein, lancez-vous dans Iron Fist saison 2, c'est parfait. Peux-tu passer à l'autre? Oui. Ben là... Il y avait 2 bandes annonces cette semaine qu'on attendait avec impatience. On en a parlé lors du dernier podcast. Captain Marvel, on va commencer avec toi, Pat. Ça a-tu rempli tes exigences? T'as pensé quoi oui, Captain Marvel a rempli mes exigences. J'aime le look, là, l'arrivée dans le blockbuster. Ça, c'est un beau clin d'œil. J'ai hâte de voir comment ils vont établir le parallèle de son passé d'humaine, des souvenirs qui ont... Ça semble un peu un esprit confus là, au niveau du personnage, tout ça. J'ai hâte de voir aussi qu'est-ce qu'ils vont nous amener de cosmique, puis pourquoi c'est comme la clé qui semble vouloir surgir. Débarrer la porte d'Infinity War. C'est ça, exactement, parce que bon, on le voit clairement que... Mais je me fie de moins en moins aux bandes annonces du Marvel Universe parce qu'on nous a tellement souvent trompés avec les bandes annonces. Des fois, on a enlevé des personnages, des fois, on les a modifiés, des fois, il y a des scènes qu'on n'a jamais vues dans les films une fois terminées. J'ai pris cette bande annonce-là avec beaucoup de grains de sel. Beaucoup. Ben, de un, en plus, j'ai beaucoup aimé le fait que sur la bande-annonce, ils l'ont joué très safe. C'est que moi, de un, je voulais pas trop voir de Miss Marvel. Ils en ont pas trop montré. Mais le look des années 90, que vous avez dit, rien que le look Top Gun. Là. Ah, c'est bon. Les sous des années 90, avec tout leur le t-shirt. Nine Inch Nails. Le Nine Inch Nails, puis tout le kit au grand complet. OK, on va le dire avant que tout le monde le pense très fort. Là. OK, elle sourit jamais, mais c'est pas grave. Mais pourquoi il y a du monde qui ont parlé de ça? Hein? Oui, c'est Internet, ils n'ont pas arrêté de parler du fait que Brie Larson ne sourit jamais. Ils ont même refait la bande-annonce avec des sourires partout, puis ils ont fait sourire tous les personnages de Marvel. Fucking what?
C'est l'Internet. Ben, l'Internet, là, c'est soit t'as pas la bonne couleur, soit tes cheveux t'es pas baignés du bon sens, soit t'as pas le bon sexe, ou soit t'as pas un beau sourire. Ah là, l'histoire moi, Internet, cette semaine, a fait sauter mon gasket avec l'histoire de la princesse passée noire, là. Ah ouais, Là, Ben écoute, ça puis une princesse qui ferme la porte de son char tout seul. Ah, écoute, là, dans ça, là, ça, la controverse, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, là, c'est Wreck-It Ralph Break the Internet, c'est le deuxième. Il y a une scène où la petite Vanellope est avec toutes les princesses de Disney qui ont été refaites pour l'occasion en 3 dimensions, un peu comme finalement les dessins de Wreck-It Ralph. Et celle qui fait dans Princess and the Frog, comment est-ce qu'elle s'appelle? Tiana? Ouais, je pense que c'est Tiana, ouais. Tiana, Ouais. bon. Ça a l'air qu'elle était pas assez noire. C'est juste ça c'est parce que je peux que- pas. Quand tu. Ouais, mais quand tu prenais de la façon dont le dessin animé avait été fait, puis qui était récent, surtout ce dessin animé. Oui, ça fait pas très longtemps, ça. Ça fait pas longtemps, là, c'est 2000 quelques. Là. En Mhm. tout cas, c'est vraiment très, très, très récent. Mais quand tu prenais ce dessin animé-là, puis, tu sais, j'ai un peu compris la controverse parce que le personnage, tu sais, au niveau de l'épaisseur de ses lèvres, au niveau de la couleur de sa peau, au niveau de certains des traits, même la fille qui faisait sa voix, Elle a qui sorti avait en disant... travaillé dessus, elle Hmm. disait « Tabarnouche, là, c'est pas la même. » là. Non, effectivement, mais en Puis, même temps, on lui aurait fait des traits exagérés, on l'aurait pas caricaturé, Non, mais on c'est aurait... peut-être, Tu sais, on aurait dit quoi? Bon, c'est raciste, la T'sais, représentation Michael que vous en Jackson avez s'est fait. fait blanchir. Oui, c'est peut-être ce qui est arrivé à Tiana. Non, mais pas juste ça aussi, c'est parce que ça arrivait aussi, sa controverse de l'appropriation culturelle des cheveux. Là. C'est quelque chose que j'ai pas encore compris à 100% non plus. Elle là, avait mais- une espèce de... Pas d'afro, mais de... Ouais, une espèce d'afro, je pense, parce qu'elle était en partie pyjama. Puis ça, ils ont pas trippé là-dessus. Ouais, mais en tout cas, mais, tu sais, c'est des choses qui arrivent. Là. C'est l'Internet. qui est Non, rendu c'est pas comme des ça. choses qui arrivent, c'est ça le problème. Ben, C'est ça, juste- ça arrive 10 fois par jour maintenant, c'est que c'est des choses qui Juste arrivent. sur Internet que ça arrive. Revenons à Captain Marvel. On n'a pas vu de scroll beaucoup. Ah, bon, on a vu quelques-uns. C'est rapide, ça a passé vite. J'ai pas aimé, moi, la façon dont on a vu ses pouvoirs. J'ai l'impression que c'est pas terminé, ça, ce bout-là. Ben, c'est sûr, parce qu'elle est vraiment puissante, mais au moins... Non, je parle des effets spéciaux. Je Ah, pense bon. que c'est pas terminé parce que ça faisait cheap un peu, là. Ben, c'est Les sûr, petits yeux blancs, puis la le- post-prod n'est pas encore finie. là. Ouais, je Ouais, pense mais qu'il y a tu sais, rien de fini prends là-dessus, le là. bras de Cable, là, que, Oui. tout le monde capotait. Ah, c'était ou bien drôle, ça. la tête de Thanos, là, qui Ah, avait l'air Thanos, d'Homer ouais. Simpson mauve. là. Ben, Thanos, la bande-annonce de Infinity War est probablement la bande-annonce qui nous a envoyé le plus dans le fossé. Ah oui, Tu sais, je veux dire, quand tu vois les Avengers arriver puis que t'as Ouais. Hulk en arrière-plan, Ouais. là, tous les signaux contradictoires étaient là. et Tout, écoute, tout, ils tout, t'ont tout, envoyé dans le champ, puis je pense qu'ils font la même chose avec Captain Marvel. Bien hâte de voir le film, ça a l'air bien. Mais ce qui est cool, c'est que, tu sais, il laisse quand même un hint comme de quoi que les Skrulls sont établis sur Terre. Tu sais, qu'elle punch la grand-mère dans Ouais. Hey, l'autobus, là. Parlons-en de la controverse de la grand-mère. Et ça, c'est drôle, hein, parce Quelle que... controverse. Ben, c'est ça, je te l'explique, c'est parce que moi, je suis dans Ouais, un média si- traditionnel. Si tu ok? connais pas les Skrulls, là, c'est sûr que ça fait une controverse C'est direct là, en partant. c'est là que je m'en vais. Moi, je suis dans un média traditionnel. Et ce qui spinait le lendemain de la bande-annonce de Captain Marvel, c'était que ils ont montré une image où une vieille grand-mère se fait sacrer un coup de poing d'en face par Brie Larson. Et tout le monde se posait la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais pourquoi ils ont montré cette image-là dans la bande-annonce? Est-ce qu'on veut de la violence aux aînés? Puis là, le monde capotait. Moi, j'étais tout seul dans le studio, j'étais comme, time out, les gars, là. Time out, là. C'est parce que c'est probablement un scroll, là. C'est pas un shapeshifter. Ça arrête là, la controverse, tu sais. Mais à un public non initié, effectivement, moi, j'ai trouvé ça audacieux de mettre ce plan-là dans la bande-annonce. Ouais. Ben, moi, je trouve que justement, c'est parce que en plus, pas juste audacieux, c'est parce que ça implique qu'ils sont entrés en plusieurs niveaux puis qu'ils ont tellement été chercher le niveau faible parce que tu sais, tu soupçonnerais jamais la gentille petite grand-mère dans l'autobus d'être un envahissant. OK, on fait une petite parenthèse ici. Pour ceux qui sont comme moi, pas des grands lecteurs de Marvel, c'est quoi le boss de Secret Invasion, les Skrulls qui sont déjà sur Terre? À quoi on pourrait s'attendre? Quelle implication ça pourrait avoir, par exemple, sur un quatrième Avenger? Ben, sur le quatrième Avenger, je sais pas, ça peut vraiment avoir un impact. C'est les vrais super-héros qui sont morts, c'est pas des Skrulls? Ouais, effectivement, mais sauf que les Oh, t'as pas l'air ça, sûr. on sait pas, sauf que ce qui arrivait dans Secret Invasion, c'est que les Skrulls, ça faisait à peu près 10 ans qu'ils plaçaient leurs pions, puis ils avaient même remplacé certains super-héros. Ça veut dire qu'il y a des super-héros qui ont lui manque 10 ans de carrière? C'est quoi? C'est arrivé à qui, ça? Spider-Woman. Spider-Woman. Spider-Woman en était une, comme exemple que je me rappelle. Mais c'est ça qu'on va se poser la question, parce que la série se pose dans les années 90. On va voir que des Skrulls s'implantent un peu partout.
Puis une fois que le Infinity War va être fini, puis que possiblement certains héros qui ne seront pas revenus, est-ce qu'ils vont pas avoir une chance? Tu sais, s'il y a un héros qui est disparu, pourquoi lui ne pourrait pas prendre la place, tout simplement? OK. Puis c'est qu'est-ce qui va se passer par après ça? Puis sinon, dans tes souvenirs, Pat, de Secret Invasion? C'est parce que ce qui peut être intéressant, là, c'est de voir jusqu'où ils vont nous pousser cette infiltration-là, justement. Ben moi, c'est un peu ma crainte, parce que moi, j'ai peur qu'on nous mette ça là, mais c'est parce que, tu sais, on suit pas ça depuis le début, nous autres, là. Tu sais, faut pas que ça agisse comme un 2Ex Machina que, en passant, tous ceux que vous aimiez, c'était des Skrulls. Non, moi, je pense pas qu'ils vont nous dire tous ceux que vous aimiez étaient des Skrulls, mais peut-être qu'un personnage important va se révéler être un Skrull. Comme, par exemple, on sait pas, moi, je lance ça au hasard. Pourquoi Natasha Romanoff serait pas un Skrull depuis le début? Parce qu'elle est sexy. Non. Ça expliquerait pourquoi qu'elle s'intéresse au Hulk, les deux sont verts. voilà qui pourrait régler bien des problèmes. C'est ça, écoute, puis tu sais, quand tu peux t'adapter, le Hulk, c'est pas bien grave. Tu peux devenir une Hulkette pour le soir. Ouais, après ça, exactement. tu redeviens Black Widow pour le reste. Écoutez, là, vous m'avez ouvert la porte, bandit d'instant. Ben oui, mais là, le Skrull devient Hulkette, se fait soigner par Hulk, après ça, elle redevient Black Widow. Oui, exactement. D'accord. On va rester là si vous le voulez bien. Mais donc, ça, c'est au mois de février, hein? Mars. Donc, parce que là, les calendriers, ça commence à jouer, puis on va en parler avec... C'est Fox qui commence à être tout proche. Avec c'est terrible. L'autre bande-annonce qu'on attendait tous, et moi, je suis un peu déçu, puis je dois vous le dire, là, je déclare mon intérêt. J'aime beaucoup la série des X-Men de Fox, malgré de Last Stand, malgré blablabla, malgré bien des affaires. Je trouve que c'est une bonne série, je l'aime beaucoup. J'ai une affection pour les acteurs qui y ont joué. J'ai une affection pour ce qu'ils ont fait avec le produit. Je sais que c'est à 100 000 lieues de ce qu'il y a d'un comique, blablabla. Mais j'aime beaucoup cette série-là au cinéma. Et j'attendais Dark Phoenix avec vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'impatience parce que j'avais l'impression qu'on s'en allait, permettez-moi l'expression, du bon bord. Jusqu'à ce que la bande-annonce sorte. Jusqu'à ce que la bande-annonce sorte. Pat. Puis que là, il nous garoche exactement, là, je vais être en juron, l'hostie de scénario de marde de la Stan. Je peux pas croire. C'est le même Je profil. ne peux pas croire. J'espère que ça sera pas ça. Parce que, tu sais, dans bande-annonce, tout ce qu'il nous montre, là, on va lire d'autres détails par après, c'est les costumes, tout. Mais là, ce qu'il nous montre, c'est vraiment encore un Magneto qui approche Jean Grey. Puis t'as une Jean Grey qui hésite entre le côté obscur et le côté lumineux. Mais regarde, sacrement, là, ça fait déjà 3 films que vous faites ça avec Mystique. Effectivement. C'est que mais Mystique a choisi son bord, c'est que ça prend un autre personnage, je sais pas ce qui s'en va. Ça et toute l'histoire de... Parce que, rappelez-vous, dans Ultimate X-Men, Xavier, on savait pas si c'était un bon ou un méchant, tellement que des fois, il y avait des principes qui étaient... Tu sais, il était toujours sur la limite de l'acceptable, puis c'était toujours des combats éthiques. Puis j'ai l'impression que Jean Grey, dans cet univers-là, c'est ce qu'il essaie de nous faire avoir avec le professeur Xavier qui met des bouts dans l'esprit puis qui essaie de la manipuler depuis qu'elle est jeune. Mais dans Dark Phoenix Saga, il n'y a rien de ça. Il n'y a jamais eu ça. Là. Il n'y a jamais eu de manipulation de la part de Xavier. Jean Grey, là, s'est jamais questionné à savoir si elle était contre les X-Men puis avec Magneto. Magneto, là, on s'en sac. Là, on s'en Dark torche. Il n'y a rien à voir avec l'histoire. Et Phoenix, de ce que je comprends, puis vous allez me corriger, c'est une entité qui se colle à Jean Grey. Jean Grey n'a jamais été identifié comme le mutant le plus puissant de l'histoire de l'univers. Là. Ça n'a jamais été ça. L'affaire, là, c'est quand elle tente de sauver sa gang dans l'espace. Là. Le Phoenix la remarque parce que le déploiement puis le sacrifice de soi est tellement important que c'est ça qui touche l'entité cosmique puis qui dit « Ah oui, let's go, on va aller faire une ride. » Bref, c'est un bon portail, c'est un bon bearer, j'ai en anglais. C'est un bon catalyste, effectivement. C'est ça, c'est un avatar. C'est, quand le Phoenix voit Jean Grey, il voit du potentiel d'être à l'intérieur de Jean Grey. Et t'as toute la passe du Hellfire Club qui est intéressante et de la manipulation de Sebastian Shaw. Le Phoenix, ne connaissant pas les émotions humaines, en les découvrant, il vire comme un peu fou. Puis il veut pas au niveau de la luxure puis tout. Je pense que c'est là que tu peux aller chercher les pires émotions qui n'existent pas puis les plus gros highs. Ça fait que c'est sûr qu'avec le Hellfire Club, le Phoenix a eu du fun qui était Mais c'est donc bien dur de prendre une histoire. Puis dans DC, t'as la même affaire. Là, de prendre une histoire qui fonctionne, là, qui est correcte, puis de juste la suivre. Mais c'est pas juste ça aussi. C'est parce que l'autre gros problème,
avec le Phoenix, à chaque fois, il faut réussir à parler du Shi'ar, parce que c'est une entité qui est contrôlée par le Shi'ar Empire, puis qui s'est ramassé sur Terre. Vu qu'un Phoenix a besoin de se nourrir une fois de temps en temps, puis se nourrir, ça veut dire manger un soleil, ce qui est quand même assez drastique pour une galaxie. C'est quand même pas pire. Là. Tu sais, en général, le système solaire pète au grand complet quand ça arrive. Mais c'est que le Shi'ar Empire veut revenir rechercher le Phoenix, ça veut dire tuer l'autre. Et là, ils veulent pas que Jean Grey crève, ça fait un conflit entre une race extraterrestre puis les X-Men qui doivent aller se combattre pour la vie de Jean Grey. Et c'est très cosmique comme histoire, contrairement à ce qu'on nous a présenté Puis, dans Bande-annonce. au début, quand il avait parlé, Jessica Chastain était supposée d'être Lilandra. Ça a été déconfirmé. Là, il est supposé de faire un extraterrestre qui a l'air d'un humain qui est supposé de pousser le Dark Phoenix vers le côté obscur. Ça fait que là, sur la saga dans l'espace, qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce qu'il va vraiment en avoir une? Non, il n'y en aura pas. Non. Oublie ça, il n'y en aura pas. Ils veulent pas s'envoyer là. Effectivement, ça fait qu'encore une fois, là, ils vont encore scraper l'histoire du Phoenix. Puis, pourquoi les costumes de New Mutant? Ah, laisse-moi juste finir encore la petite passe du Phoenix. On va y revenir de ça. Là, mais laisse-moi juste passer la petite passe. Marvel, avec Disney, ne se pose jamais la question. La preuve, Guardians of the Galaxy, quand ils l'ont annoncé, je me suis dit, ils vont se péter la gueule. Dans l'espace, des personnages que personne ne connaît, avec des histoires qui vont être trop compliquées, ça va élargir leur univers, les gens vont arrêter de les suivre. Ça a fonctionné. Pourquoi dans l'univers de X-Men avec Fox, j'ai l'impression qu'ils sont conservateurs et qu'ils se disent bon, c'est bon l'histoire du Phoenix, mais on va ground de ça sur Terre, puis on va garder ça comme ça, puis on va... faudrait pas aller dans l'espace, on va perdre notre monde. Moi, je pense que j'ai un autre point de vue là-dessus. Tu sais, on parlait tout à l'heure de Jessica Chastain, qui est pas une Shi'ar, qui serait pas Lilandra. Écoute, moi, son look m'a fait penser à comme une résurrection de la White Queen, alors que la White Queen est supposée être morte. Oui, puis ils l'ont tué d'une façon complètement ridicule. Ben oui, ça, c'était débile d'avoir évacué le personnage alors qu'elle avait un autre contrat, alors que c'était probablement le meilleur personnage du premier film. Là. Exactement. Puis là, moi, je pense qu'ils veulent pas s'en aller dans l'espace parce qu'ils veulent pas faire face aux implications possibles d'être mélangé avec le reste du Cosmic Universe de Marvel qui est déjà dans l'espace. OK, donc de ne pas avoir à croiser les Parce Guardians. qu'ils veulent pas, à mon avis, tenter une direction cosmique parce qu'ils veulent pas se faire comparer à Guardians of the Galaxy puis tout le reste. Parce que Infinity War, là, si on n'avait pas eu Guardians, ça serait plate. Là. Exactement. Tout l'élément cosmique est là et il est intéressant. Exactement. Puis tu sais, on sait que tout ça est lié à un paquet d'affaires qui se passe dans l'espace. Tu sais, Thanos, c'est un extraterrestre, puis il y a toutes sortes de trucs. Tu sais, la meilleure adaptation qu'il y a eu du Dark Phoenix, c'était la série d'X-Men des années 90. Et puis avec pas de budget, là. Pas de budget, là. C'est un dessin animé, là, ben cheap shot, bang, bang, bang. C'est un classique. Pouf! Ils ont fait le Dark Phoenix, c'était parfait, c'était un scénario, là, écoute, c'est cool, là, ça n'a pas de rapport. Tu sais, il faudrait prendre des leçons de cette adaptation-là qui avait été faite. Il y a effectivement un potentiel énorme à cette histoire-là que l'on semble pas vouloir exploiter de peur que ça fasse pas les entrées au box-office. Et mon autre question, c'est est-ce que la transaction actuellement qui pend au-dessus puis là, qui est acceptée, est-ce que ça fait chier un peu toute la patente? Je ne penserais pas, le film... Sont-ils en train de se tirer dans le pied? Non, mais le film, ça fait un an et demi qu'il est tourné. Ouais, mais il reshoot, il refont, il change les dates. Là, il a encore changé de date. Effectivement, tout a été reporté d'un mois dans leur calendrier. Tu sais, chez Fox, là, juste pour dévier par rapport à qui se parle de ça, Battle Angel Alita, il devait sortir au mois de mai. Il va sortir au mois de février. Ils ont tous envoyé ça de l'autre côté. Là. Tu sais, même, on parlait de Predator, qui avait été reporté aussi, puis on check la catastrophe qu'a fait Mété avec tous les reshoots. Là. Le film est sorti, là, puis c'est terrible. Je pense qu'en fin de semaine, il a fait 2,5 millions au total. Terrible. Mais bref, le costume, puis on va finir avec ça. Qu'est-ce que t'as contre le costume? Il est correct. Non, c'est parce que, regarde, il faut avant de parler au costume de ça, il faut aller sur X-Men Apocalypse, où est-ce que le film, avec un Apocalypse qui était faible, un scénario qui était so-so, le film avait été sauvé par le fanservice. Puis, à la fin, qu'il y avait sorti les costumes originaux, enfin, ça fait 25 ans qu'ils font des films de X-Men, il n'y avait jamais sorti des vrais costumes. Ouais. Enfin, ils sortent pour 15 secondes, là, on fait comme, Simonac, si tu mets rien que ça dans le prochain film, l'histoire, ça ne pas de la merde, là, ben, je vais rien fixer les costumes, puis je vais avoir du fun. Du fanservice, une fois de temps en temps, ça fait pas de tort. Mais là, ils rentrent avec des habits de cuir, comme le premier X-Men, mais avec les gros X jaunes. Puis c'est parce que ces foutus costumes-là restent quand même les pires costumes d'X-Men qui ont été les plus décriés et détestés là, des 30 dernières années. Terrible.
Ceux de New X-Men avec Grant Morrison. Exactement. C'était Frank Quitely qui était dessus. Frank Quitely. Puis, c'est vraiment, justement, quand Joss Whedon avait rembarqué par après, puis il a dit, on lâche le cuir noir pour redevenir avec nos costumes parce qu'on est des fucking héros. Tu sais, ils ont resté presque 10 ans avec des costumes lettres que tout le monde chialait dessus. Mais là, ils les ramènent là-dedans. J'ai pas compris ce move-là non plus. Puis j'en parlais avec Pat avant que t'arrives un peu plus tôt. Puis j'ai pas senti, contrairement à Captain Marvel avec son trailer, la vibe 90s, là, la vibe 1990, elle est pas là pantoute là, dans la bande-annonce. Là. Ça pourrait se passer à peu près à n'importe quelle époque. Ben écoute, moi là, je m'en étais même pas rendu compte qu'il y avait une vibe 90s quand j'ai vu la bande-annonce. Ouais. Puis là, écoute, c'est quand on en a reparlé tantôt que je me suis dit, ben oui, fuck, c'est super. Parce qu'Apocalypse avait une vibe. Oui, je le sais bien. Puis là, Days of Future Past, c'était 70. 70, exactement. Fait que là, c'est là que j'ai catché, puis je me suis dit, c'est donc ben vrai. Tu sais, même leur repère visuel, là, un peu chronologique, qui essaie d'instaurer quelque chose, même ça n'a pas marché. Puis, hey, les foutus costumes là, de sadomaso de cuir, là. Je suis plus capable. Ouais, là, regarde, là. Ça fait 2000, là. Puis là, tout le monde veut tout le temps porter du fucking cuir, là. Crissez-nous à paix avec le cuir. Allez fourrer avec, là, mais laissez-nous à paix, là, d'un film Bon, avec fait ça. que c'est pas le bon moment pour vous montrer mes pantalons de cuir. On veut du latex. Oui. Oui, ça, c'est mon haut. De couleurs vives. Oui, des couleurs vives. Hey, on traverse chez DC. Vous allez remarquer qu'on est très, très film, série télé ce temps-ci, puis c'est correct, là, mais on va faire le tour de tout ce qu'on avait à faire cette semaine. Il y a quelqu'un qui a soulevé le point, je me souviens pas si c'est Alan ou Pat, dans nos discussions internes auxquelles vous n'avez pas accès, et c'est une chance, parce qu'il se dit des affaires là-dessus qui se répéteraient pas à voix haute. Cela étant dit, quel est l'intérêt d'un film de Venom sans Spider-Man et d'un film de Joker sans Batman? Venom a des effets spéciaux pas pires. Ouais, mais je vous pose la question, là. Pour qu'on en soit rendu là. C'est pas supposé être des... Tu sais, Batman et Joker, ça a toujours été le yin et le yang, là. Ben, je peux te répondre avec un mot simple. On appelle ça le désespoir. Oui. Sony est en désespoir. Oui. Warner est en désespoir. Oui. Donc, on y est allé avec ça. Venom, on va en reparler dans le prochain podcast parce qu'on va le voir ensemble. Vraiment hâte de voir les bandes annonces. Effectivement, puis Martin va avoir sa première expérience en D-Box. Il va pouvoir vous en parler aussi. Oui, ma première érection en D-Box. J'ai vraiment hâte de vivre ça et d'être gêné à l'intérieur d'un cinéma parce que je dois cacher mon énorme érection. Tu voulais embarquer sur le sujet de Batman après ça? On parlait de non, on va en parler tantôt. Énorme érection, ben oui. Oui, voilà. Mais Joker, Joaquin Phoenix, on a dévoilé son maquillage, ou en fait le look, et j'ai deux opinions là-dessus, je vous les dis rapidement. La première opinion, c'est la même chose que Dark Phoenix Saga. Coudon, c'est donc bien dur de refaire quelque chose qui est simple. Il me semble que le maquillage du Joker, c'est... Tu sais, même à l'époque de Dark Knight avec Heath Ledger, je me disais, bon, là, ça a fonctionné, ils l'ont fait une fois, c'est correct, on comprend, ça allait avec le personnage, le film, le ton du film. J'étais prêt à pardonner en me disant, effectivement, c'est écœurant de voir quelque chose de différent. J'aurais aimé avoir quelque chose d'un peu plus classique cette fois-là. Ouais, mais c'est pas ça, là. La direction que vous prenez est pas la bonne. Corrige-nous. Parce que c'est Joaquin Phoenix, là, il est comme un peu Shia LaBeouf, là. Tu sais, le gars, c'est un performeur. Le gars, c'est un acteur qui a fait énormément d'affaires. Vous souvenez-vous, là, quand il allait à Johnny Carson, pas Johnny Carson, mais je sais plus trop quelle émission, quand il allait dans des late shows, là, puis qu'il avait l'air de pas s'être lavé, qu'il était barbu avec des lunettes. C'était fait un personnage. C'était le personnage pour une autre affaire sur laquelle il travaillait. Puis l'affaire, c'est que peu importe qu'est-ce qu'il faisait, il décrochait pas de ce personnage-là. Un peu comme Jim Carrey. Un peu comme Jim Carrey fonctionne pour certains des trucs. Ben, il l'avait fait avec Andy Kaufman. Andy Kaufman, bon. Il y en a même un excellent documentaire Netflix là-dessus. Là. Donc, moi, je pense qu'elle est là. La réponse. La réponse, c'est-à-dire que, tu sais, à la base, je me souviens plus c'est quel réalisateur qui a depuis longtemps, j'ai écouté un truc là, cette semaine, là, puis depuis super longtemps qu'il y a un projet qui était vu par ce réalisateur-là avec Joaquin Phoenix dans une affaire de Batman. Puis à la base, c'était lui qui était supposé être Batman et non le Joker. Okay. Mais là, ça a comme flippé. Puis là, il embarque sur un projet solo sur le Joker. Est-ce qu'il va être assis dans une cabine à pisser puis à se demander pourquoi est-ce qu'il se maquille? Ça a l'air vraiment, vraiment étrange. L'autre option, puis je vous disais que j'avais deux opinions sur le sujet, c'est est-ce que ce qu'on a vu, c'est une ruse et ce n'est qu'un proto-Joker? Non, j'ai plutôt l'impression que, tu sais, ils vont faire un film de Joker, dans le film, mais on va le voir, là. J'ai l'impression que si on voit le Joker dans le film, là, ça va être dans les 10 dernières minutes. Tu penses?
Parce que Je pense que le film va être autour du personnage pré-Joker. Ouais, moi, je pense qu'ils vont vraiment tourner à l'entour de Arthur. Arthur, possiblement, plutôt qu'il allait avec à la Killing Joe, qui était comme un paumé qui avait pas d'argent, puis il a mis le costume du Red Hood pour aller faire des crimes. On va plutôt y aller peut-être sur un performeur de rue. Raté. Qui un fonctionne pas. Puis possiblement avec quelques délires psychotiques. Puis il va s'embarquer dans un monde de crime en se créant un personnage. Puis j'ai l'impression qu'on va voir la dualité du personnage entre lui, Arthur, puis le Joker qui se crée. Puis il va y avoir une dualité puis un combat entre les deux personnalités tout le long du film. J'aime ta théorie. Moi, ma théorie, c'était celle de... c'est le prototype, le premier costume, puis qu'éventuellement, il nous garde les véritables images pour la sortie ou la prochaine bande-annonce. Oublie ça. Je te dis, tu verras pas le vrai Joker dans ce film-là. Non, moi, je pense qu'ils sont plus assez intelligents ou en mode marketing punché pour nous garrocher un vrai film de Joker. Donc là, ce Joker-là ne deviendra pas Joker à cause de Batman, ce qui est la chose la plus importante du personnage, on va se le dire, là. Mais c'est deux côtés d'une même médaille. Il devient le Joker à cause de Batman. Et même dans The Dark Knight, qui nous ont pas présenté l'histoire habituelle, c'est-à-dire de Batman qui le pousse dans le bassin d'acide, ils nous mettent... Christopher Nolan prend quand même la peine de nous mettre ça très clair, que si le Joker apparaît dans Gotham, c'est parce que Batman est arrivé. Et en se débarrassant de la mafia, en se débarrassant de tous ceux qui contrôlaient Gotham, ça a fait émerger des gens comme le Joker. Donc, c'était sa façon un peu plus twistée de lier les deux personnages ensemble. Et le Joker le dit à Batman. Il le dit plusieurs fois dans le film. C'est à cause de toi. C'est toi qui as amené ça. C'est toi qui a fait que je suis là. Même si c'est pas une conséquence directe de Batman, ça demeure lié à Batman. Ça reste toujours une histoire de balance de pouvoir. Exactement. Ouais. Alors que dans Killing Joke, c'est carrément direct le lien. C'est-à-dire que le Red Hood est en train de faire un crime et Batman le pousse ou voyez ça comme vous voulez, le tasse, le plaque et il tombe à l'intérieur du bassin chimique. Mais peu importe la version que vous prenez, il y a toujours un lien entre les deux personnages. Oui, Batman est toujours responsable de l'existence Exactement, du Joker. c'est le mot que je cherchais, Puis responsable. Là, écoute, là, je pense que on voit encore une fois le manque de vision puis comment un studio peut être perdu avec l'arrivée d'un truc de même, à moins qu'il me surprenne puis que je tombe en bas de ma chaise. Mais je pense pas que Warner est capable de faire ça. J'aurais tendance à te dire, Pat, tu peux te permettre ce genre de truc-là quand tu réussis bien dans ton créneau. Tu sais, exemple, là, si tu réussis à nous livrer de bons films de comic book qui sont bien faits, tu pourrais te permettre ce que j'appellerais, entre guillemets, des black labels, tu sais, des Elseworld, des trucs indépendants qui n'ont pas de lien, puis tu pourrais te le permettre. Mais là, ils réussissent pas bien. Mais là, ils réussissent pas bien. Ils réussissent pas bien, et là, c'est une tentative désespérée d'aller accrocher par le biais les gens qui sont intéressés au cinéma d'auteur, exactement, aux trucs indépendants. On est sur la même longueur d'onde. Puis, je sais pas, là, ceux qui vont écouter un film d'horreur ou un film de super-héros tellement glauque qu'ils vont dire « Waouh, ça, c'était donc bien bon ». Et quand je vous dis qu'ils ne réussissent pas, Alan, Teen Titans, c'est pas supposé être dur, là. OK. Sérieusement, là, Teen Titan... Là, c'est pas supposé être dur, là. Personnellement, là, si je peux l'acheter sur un service de streaming quelconque, là, je pense que je vais flamber le 25$ juste pour me faire mal. Ça a-tu puis pouvoir en parler. Terrible. C'est... à base, j'irais le pirater, mais je suis contre le piratage. Enfin, si je suis pour l'écouter, je vais payer pour. Mais non, mais sérieusement, là... Ça a l'air d'une catastrophe. Puis encore, les dernières bandes annonces, là, ils essaient de montrer seulement que du Robin. Puis tantôt, sur notre page, là, si vous allez sur Facebook, là, aujourd'hui, il y a une nouvelle bande annonce de 30 secondes qui est apparue qui présentait le personnage de Starfire. Le personnage qu'on n'arrête pas de dire que c'est pas vrai. Ah, c'est pas son costume officiel, le mauve avec son petit manteau de fourrure. Il a remontré une bande annonce de 30 secondes qui est envoyée sortir de partout, là. Puis elle a toujours son manteau de fourrure, puis elle tire du feu, puis elle a toujours ses cheveux bizarres, là. Raven a l'air d'une emo perdue, je sais pas trop quoi, là, mais tout a l'air cheap là-dedans. Tout Beast Boy, il a l'air malade. Non, je vois difficilement où est-ce qu'ils s'en vont avec cette série-là. Mais écoute, là, moi, là, j'ai toujours été plus fan des teens dans la BD. Mm-hmm. Puis j'en ai lu en tabarnouche du Teen Titan. Puis dans la bonne époque de Perez. Starfire, sacrément, c'était un personnage super génial, charismatique, hyper sexy. Puis c'était en plus
une méchante botteuse de cul. Puis là, t'as cette image-là du personnage que je sais pas qui veulent aller rejoindre avec ça, mais elle a l'air d'une prostituée, bordel. C'est épouvantable. Elle me fait penser à Whoopi Goldberg dans Sister Act. Même pas. Même genre de cheveux. Whoopi Goldberg dans Sister Act, elle était charismatique. Donne-lui une chance, on l'a pas vu encore. Non, j'y donne pas de chance, ça, c'est de la merde. Ça va être effectivement assez Mais spécial. renseignez-vous sur Doom Patrol puis Swamp Thing qui sont en train de se travailler développer. dessus. Personnellement, je dirais qu'en partant, là, rien que les premières images de Doom Patrol puis le casting qu'ils ont mis dessus, ça a l'air d'être beaucoup plus douette. Puis Swamp Thing, j'ai l'impression que ça risque d'être plutôt bien aussi. Ça risque d'être intéressant, ça. Est-ce qu'ils vont le lier avec Hellblazer puis Constantine ou ils vont vraiment juste se concentrer sur Swamp Thing? Ben, je pense qu'ils vont se contenter sur Swamp Thing pour Ok. commencer. Si tu commences dans ton univers magique, tu Parce que commences à être très c'est un bel- solide. oui, mais c'est parce que c'est un pilier. c'est un bel univers, c'est un cet super- univers-là de DC. Hellblazer, Constantine, toutes ces affaires-là, Mais j'aime c'est ça. ça va être un média à surveiller, le DC Streaming, là, mais je trouve que la première série, là, malheureusement, visuellement, là, C'est raté. c'est raté. C'est raté. Puis, je peux te faire un commentaire, là? Je sais pas s'il y a juste moi qui ai accroché là-dessus, là, mais pourquoi là, on prend tous les foutus films de super-héros dernièrement, en particulier venant de Warner, pourquoi, pour vendre un film dans une bande-annonce, il faut qu'il me garoche par la tête un asti de cover d'une toune? C'est vrai que chez Warner... Je Warner, déteste c'est fou les raide. covers. En plus, C'est là, fou raide. j'ai toujours été là, connu pour haïr énormément les covers. Et il avait fait Come Together pour Justice League. C'était une telle catastrophe. Puis là, t'avais Everybody Knows de Cohen. Leonard Cohen qui était chanté par une petite pitoune. Oui, Tu sais, effectivement. l'adaptation est intéressante, c'est une bonne chanson, c'est un bon cover, mais pourquoi? Puis là, t'as plein de monde qui dit « Ah, The End pour Dark Phoenix. » Oui. Pourquoi? Pourquoi, Chris? Écoute, la version de The Doors qui était hallucinante, qui avait été utilisée pour Apocalypse Now, était géniale. Mhm. Puis là, tout d'un coup, là, t'as plein de noix, là, et je dis bien noix, là, des gens incultes qui savent absolument rien dans la vie à part se regarder en selfie, là, qui disent « Ah, mais quelle est donc cette chanson dans les bandes-annonces de Dark Phoenix? » Effectivement. Hey, Je l'ai vu passer. Sors ta tête de ton cul, Chris, puis écoute un peu Mais il y a de des musique. fois, par contre, où ça peut causer de belles surprises. Mad World, qui était une reprise, Oui, qui était dans une une, reprise. dans une bande-annonce de jeux vidéo, Ouais, puis et qui la avait- reprise est meilleure. Non, tu parles de C'était- Gear of War. Oui, c'est ça. C'était quoi? Ouais, Gear of War. Ouais, c'est ça. ouais, mais Mad World, à la base, cette utilisation-là, c'était pour le film de Denis Darko, Oui, qui était un film Effectivement. absolument fabuleux. Là. effectivement. Mais ça, c'était autre chose. C'est pas comme maintenant où systématiquement, il faut que tu garoches une toune, puis là, les gens vont accrocher sur la toune, puis là, tu vas découvrir que c'est encore un cover par un band no-name ou quelqu'un que tu sais pas trop, parce que tout d'un coup, le réalisateur a dit « Ah oui, on va faire comprendre aux milléniaux que la musique existe. » Pas sûr, c'est parce que Warner a quand même pu distribuer encore des CD. J'ai l'impression que c'est pour leur soundtrack, ça doit leur coûter moins cher, puis ils doivent pouvoir en monter plus facilement. Peut-être. Tu sais, tu peux t'aider qu'à prendre Suicide Squad, à quoi qu'il ressemblait, leur soundtrack. Là. Ouais. Il y avait beaucoup de reprises aussi dedans. Effectivement. Là. C'est que j'ai l'impression que c'est par rapport à leur label de musique, c'est plus facile d'y aller avec Parce ça que chez aussi. Marvel, on se casse pas la tête. Hein. Ben, de toute façon, t'as-tu déjà trouvé vraiment, à part les Guardians of the Galaxy, t'as-tu déjà vu une soundtrack que tu peux acheter Non, quelque Il n'y part? a pas de Non, soundtrack. non, dans on se la- casse pas la Tandis tête. que DC, les sortent à peu près tout le temps. C'est que j'ai plutôt l'impression que leur direction musicale, ils vont avec leur label de musique. Très possible. Ouais, très mais possible. quand tu prenais ça de Suicide Squad, il y avait dedans des versions originales. T'avais 21 T'sais, Pilots qui avait fait une tonne qui était Creedence 40. Clearwater Revival, c'était la vraie tune. Ouais. Eminem, c'était la vraie tune. Queen, T'sais, c'était la vraie Queen, tune. Ah, c'était la vraie tune. Puis là, t'arrives... Ils ont pas pris une tonne de Queen. Ah, ça se peut. Mais regarde, c'est justement, là, quand tu commences à douter de la maudite surutilisation du cover, c'est qu'il y a un Christy de problème. Là. Puis là, moi, là, écoute, ça a été pour Dark Phoenix, là, qui est pas... OK, on le sait que c'est pas avec Warner, mais c'est encore, une fois de plus, une autre surutilisation mauvaise avec une version de marde. Mais d'une bonne contente-toi, toune. ça sera pas le seul point négatif. Puis, n'importe qui fait la musique d'un film, là, The End, Vietnam, Ouais. C'est ça. Ben, comme Fortunate Son pour la guerre du Vietnam, c'est fini aussi. Là, plus capable. Fortunate Son, c'est assez. Là. On l'a entendu, on le sait, là, c'est correct. On peut mettre une barre dessus, c'est terminé. Hey, on y va déjà avec nos poisons. Le temps passe, puis je vais vous entendre parce qu'il y a beaucoup de stock qui est quand même intéressant. Puis je vais commencer par Pat. OK.
Moi, là, c'est ma geekette suprême qui m'a fait remarquer quelque chose cette semaine. Ah Et oui. ma geekette suprême étant ma Salut blonde. Fame Jensen. Ah non, okay. Étant ma blonde. Ma blonde qui arrive, qui m'envoie, mon épouse, ma douce épouse, et qui m'envoie un lien cette semaine et qui me parle de Albin Michel qui sort une nouvelle collection et qui se lance dans science-fiction fantastique et ainsi de suite. Et ça s'appelle Albin Michel Imaginaire. Et dedans, ils ont signé une couple d'auteurs assez géniales. Et il y avait longtemps qu'une maison d'édition de même ne m'avait pas surpris pour m'envoyer quelque chose qui va me donner le goût d'acheter probablement les 3 premiers livres ou les 4 premiers livres qui vont sortir. Donc, Albin Michel Imaginaire qui sort des trucs qui s'en viennent bientôt avec Robert Jackson Bennett puis American Elsewhere. On a l'air d'avoir une espèce de truc un peu glauque, semi-fantastique épouvante, là, avec une espèce de road trip, road movie un peu fucké. C'est dans combien de temps à peu près? L'affaire, c'est que je vois qu'ils s'en viennent en Europe, donc nous autres, on devrait les avoir sous peu. Okay. Il y a les dates d'octobre, là, ça va garrocher un peu À surveiller. pour le fantastique, la fantasy, ce genre imaginaire-là, tout ça. Fait que attendez-vous à ce que je vous en parle pas mal dans les prochains mois. C'est que ça va Dans les prochaines sortir, semaines, plutôt. Neil Stephenson, qui est un grand auteur de science-fiction avec Anathème, enfin une fois, pour la première fois en français. Peter Flannery, ça, c'est lui que j'attends le plus, avec Le Mage de bataille. Écoute, pour que quelqu'un qui travaille dans ce milieu-là me garoche par la tête, pour n'importe quel néophyte et les gros lecteurs mordus de fantasy, c'est le livre pour se réaccrocher aux gens. OK. Là, moi, j'ai été surpris. J'ai dit, aïe, là, il faut vraiment là, que tu attendes fort là-dessus. Donc, est-ce que c'est le prochain gros hit qui va nous faire accrocher sur une nouvelle gamme fantasy? Parce que il en sort en tabarnouche de la fantasy. Oui, puis il n'en sort pas toujours de la bonne. Puis des fois, Non. c'est des pâles copies de ce qu'on connaît Puis c'est déjà. ça, là, tu sais, t'as tout le temps le gars avec un seau de verre puis une capuche, là, puis c'est un assassin, puis il tue plein de monde parce que c'est finalement un gentil, puis là, il va sauver un royaume. Donc, écoute, on est écœurés des assassins, là, mais bon, c'est la vie. OK. Puis je pense qu'il y en a un autre aussi là-dedans, là, Cameron Hurley avec Les étoiles sont légion. Là, on tombe plus dans la vraie grosse science-fiction. Ben oui, merci, j'en veux, puis je vais en prendre encore, puis c'est ça mon poison. Excellent, merci beaucoup. Pat, Alan? À moins que tu veux que je passe avant toi, je te garde en dernier, c'est comme tu veux. Moi, il va plutôt court, c'est que je vais y aller. Vas-y donc. J'en ai 2, je vais commencer avec Solo. J'ai fini de lire le roman cette semaine. Adaptation roman du film? Du film, exactement. Puis il l'avait nommé comme une version étendue, en quelque sorte. Ça veut dire qu'il y avait du stock de plus. C'est plus noir que le film? Ou... Personnellement, ça passait mieux que le film sur plusieurs points. OK. Parce que de un, Kira était pas chiante parce qu'il n'y avait pas Emilia Clarke qui a rendu le personnage désagréable, là, avec son acting incroyable. Puis rien que j'ai relu dans le roman, le bout tout ce qu'elle tirait sa grenade en criant, là, j'ai fait au moins, en le lisant, je l'ai pas vu crier comme il dormait en criant, puis avec la gueule grande ouverte, en faisant comme personne tire des grenades de même, man. Ben, elle, oui. Ouais, elle, oui, ça a l'air à ça. Là. Je veux même pas imaginer la face que Ron Howard a dû faire. Il devait avoir la main tapée Mais je dans pense la qu'après face. 28 fois, il a comme fait « OK, la grande, c'est correct. » C'est qu'au niveau des scènes étendues, on a vu le Space Academy. OK. Puis on a su pourquoi que Han Solo s'était fait sacrer dehors. C'est qu'en quelque sorte, il était dans le Space Academy, puis il essaie toujours de se sacrer dehors, mais au niveau pilote, tu peux pas déclasser Han Solo. OK, fait qu'il le conservait pour ça. Il conservait, il y avait toujours des officiers qui voulaient le garder, parce que le gars, il avait de l'instinct puis de l'initiative en tant que pilote. Mais le gros problème, c'est que quand tu es dans l'Empire, tu suis ta formation, tu fermes ta gueule. Mhm. Puis ce qui est arrivé pendant une mission, il est en formation, puis ils se sont fait sneaker par des ennemis. Puis lui, il a fait, OK, c'est parce que de la direction que l'ennemi arrive, il faut qu'on fasse telle manœuvre, parce que c'est sûr qu'on perd tel allié. Puis dans ses alliés, il y avait un gars qui aimait bien. Sauf que le leader faisait comme, non, on garde la formation, on sac du monde qui crève. Ça fait que Solo a pogné les nerfs. Il a sorti de sa formation, puis il a fait la manœuvre qu'il avait calculée. Il a pété tout le monde à lui tout seul avec son TIE Fighter. Il a sauvé tout le monde, mais son TIE Fighter s'est fait scraper, puis il a pas réussi à lander dans le Star Destroyer. C'est qu'il s'est planté dans 3 autres TIE Fighters. Puis en fait, t'es un gros crise de colon qui écoute pas les ordres. 0 mort dans sa mission. Il a sauvé tout le monde, mais il écoute pas les ordres. C'est trop pour l'Empire. C'est trop l'Empire, ils l'ont sacré d'or à cause de ça. C'est que c'était le fun parce que c'est un côté qui travaille bien le côté humain du personnage. Tu sais, comme que dans The New Hope, qui a fait comme va-t'en ta guerre puis crève Luke Skywalker, mais finalement il revient puis il botte Darth Vader. Tu sais,
ils ont travaillé ce côté-là, puis c'est pour ça que ça fait sacré dehors de J'aurais l'Empire. voulu voir ça, moi, dans le film. Ben, Moi aussi, j'aurais aimé ça voir ça. il était supposé d'être dans le film, mais sauf qu'ils l'ont coupé. Ça fait partie du bout où ils ont changé le réalisateur, puis ça fait partie des bouts qui est tombé. Mais tu sais, j'ai aimé ça parce que ça travaillait sur le côté humain du personnage, puis tu sais, ça expliquait un petit peu qu'est-ce qu'on voyait dans la première trilogie. Oui. Mais je trouve ça intéressant. Moi aussi, je suis comme Pat, j'aurais voulu que ça soit dans le film. On aurait tout voulu que ça soit là-dedans, puis ce qui est le pire, ça aurait été un 15 minutes de plus, c'est tout dans le film. Là. Exactement. Puis ça aurait été un bon 15 minutes. Oui, avec des poursuites de TIE Fighter, puis des Star Destroyer un peu. Puis, Non, ça aurait effectivement été bon. Mais sinon, c'est-tu bien long à lire ou ça vaut-tu la peine? Ou... en dehors de cette scène-là? À part pour cette scène-là, sérieusement, il n'y a pas grand-chose de plus. L3, ils n'ont pas trop exagéré. Ils ont juste allongé sa mort dans le Faucon puis sa fusion. C'est qu'il y a eu une communication de plus avec Lando. Okay. Et finalement, le gaz que Henry Fisk, à la fin, l'a ramassé, ben, elle va le porter à Sagarera. OK. C'est que c'est ça qui ramasse le gaz. OK. Bon. Merci. Ça nous fait un petit résumé de... Ça t'a pris combien de temps à lire ça? Ben, c'est parce que vu que j'avais d'autres choses à lire, là, puis 2 semaines et demie de lire. T'aimes ça te faire violence, hein? Le film est mauvais, tu vas te taper le livre. Hey, minute, là. On n'a pas tant détesté ça que ça. Oh, je l'ai réécouté, là, puis honnêtement, je change peut-être un peu ma regarde, position. Moi, je viens de le réécouter justement avec ma geekette, là, puis c'était super trippant. On salue Fame Jensen. J'ai pas encore écouté, non, mais j'ai eu des commentaires. Il paraît que sur Blu-ray, il est presque encore plus sombre qu'au cinéma. C'est terrible. C'est complètement terrible. C'est très, très foncé. Écoute, on voit rien, là. On l'a essayé de l'écouter un après-midi, moi et ma blonde. Ça devait être impossible avec la lumière. C'était impossible. Alors, on a été obligé de l'arrêter. On l'a réécouté en soirée. Puis même en soirée, ma blonde a fait comme, je vois rien. Je vois rien. Puis il y a un ton de couleur à la fois. C'est tout est vert, ou tout est rose, ou tout est bleu, ou tout est brun. Ben, si vous voulez rire de ça, justement, là, je vous en parle souvent, là, le Honest Trailer. Allez écouter le Honest Trailer de Solo, là, c'est merveilleux à ce niveau-là. Je termine avec mon poison cette semaine. J'ai très très hâte. C'est la sortie de Earth One Wonder Woman Volume 2 par Yannick Paquette. Et j'oublie l'autre parce que je regarde juste les dessins. Non, c'est Grant Morrison, je pense. J'ai oublié de parler de Stat. La BD. Ah oui, il faudrait en parler. Oui, on en reparlera un petit peu. Mais cette semaine, donc, le deuxième volume. Moi, j'avais aimé le premier volume. Toi, Alan, t'avais moins accroché. Mais moi, j'aime bien la façon dont ça se dirige. Puis je trouve les dessins de Yannick Paquette tellement beaux qu'on dirait que je suis capable de lui... Yannick Paquette, j'ai le syndrome Michael Turner avec lui. Je lis plus. Je fais juste regarder. Et je trouve tellement le dessin beau que j'oublie un peu les faiblesses du scénario. Mais comment voulais-tu lire Michael Turner? Il n'y avait pas d'histoire. Ben, c'est ça. Il n'y avait rien. C'était zéro, c'était nul, puis c'était plate. Mais les dessins étaient tellement il y avait beaux. 46 volumes 0. Puis là, après ça, tu avais 1, 2, 3. Un demi. Un demi. Puis là, tu avais 22, 2, 23, 1. Oui. Puis tu avais peut-être un 3. Puis là, d'un coup, tu te dis, ouais, mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'il y avait des... Tu sais, sur 22 pages de BD, il y en avait 18 de pin-up. Ouais. Puis là, tout d'un coup, tu savais que tu finissais pas ta Mais série. c'est Michael Turner. Et je suis prêt à lui pardonner beaucoup de choses. Il est mort. Je sais, il est décédé. La seule run que j'ai réussi à faire de lui complet, lorsqu'il avait fait sur Supergirl. Superman Batman? Ben, il avait fait un peu, mais Supergirl, il avait commencé au début. Ah, il l'avait fait au début, ok. Parce que Ouais. dans Superman Batman, c'est écœurant. Son histoire de Superman Batman avec Jeff Loeb, c'était superbe. là. C'est une belle série. Mais bon, tout ça pour te dire que moi, les dessins de Yannick Paquette, je les trouve beaux. Puis surtout pour Wonder Woman, je trouve que son art se marie excessivement bien avec l'univers des Amazones de Wonder Woman. Puis j'ai vraiment hâte de faire la lecture de ce livre-là. Il arrive cette semaine. Et je t'ai prêté, Pat, les Paper Girls. Ouais. Comment c'est quoi son nom, l'auteur? Je suis jamais capable de... Brian K. Vaughan. Bon, merci. Brian K. Vaughan, qui a fait Why the Last Man, qui est ma série coup de cœur depuis la dernière année où on a fait le podcast. Je pense que c'est une des séries qui m'a fait le plus triper. Et Paper Girls, sincèrement, là, c'est Stranger Things rencontre Terminator. C'est tellement bon, là. C'est tellement bon. Et c'est difficile à expliquer parce que il joue avec plein de concepts qu'on connaît, mais dans une direction nouvelle. Et il joue avec ça et c'est tellement... Tu sais, il joue avec les univers multiples, mais sans univers multiples. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, dans le sens où il y a un seul univers, là, mais c'est plus les time travel qui fait en sorte que ça fuck la bebelle, mais ils sont pas multipliés. Ça demeure un seul... Puis, il doit y avoir une critique sociale aussi quelque part là-dedans. Et, oui, tout à fait. Puis honnêtement, c'est très, très, très bon. Paper Girls, allez vous chercher ça. J'ai été prêté les 2 volumes. Ouais. Je veux que tu m'en reparles dans le prochain Ouais, podcast, Pat, pour être sûr qu'on ait un petit quelque chose, peut-être une petite critique à faire sur comment tu as trouvé ta lecture. Puis sinon, on va terminer avec ça. Tiens, Salon du Livre, moi, je suis allé voir notre chum Patrick Sénécal. Si vous n'avez pas entendu notre converse avec lui, toujours d'actualité en passant. Épisode 4, je pense, 4 ou 5.
Sur Ouais, Balado c'était des Québec. premiers. Ouais, si on va des sur Balado Québec, vous Sur allez Balado le retrouver, Québec, vous là, allez c'est dans la retrouver ça. description. On avait une belle conversation avec Patrick Sénécal sur le cinéma québécois. Puis je suis allé lui dire un petit salut pour le Salon du Livre. J'ai vraiment eu envie de faire un Misery avec. Là. Le kidnapping. Le kidnapper dans mon sous-sol. Mais tu l'attacher, sais que puis- si tu le kidnappes, on n'aura jamais notre BD d'Alice. C'est pas grave, je vais y faire dans mon sous-sol. Je vais Ben, kidnapper Jake Dion aussi. Prendre les deux, moi, les mettre dans mon sous-sol. Je vais dire, terminez votre bande dessinée juste pour moi. Tu n'auras jamais assez de bière pour illustrer les garder les deux. Tu penses? Tu penses? Je pourrais te surprendre. Salon du Livre, puis je veux que tu termines avec ça. Stat? Stat, effectivement, là, j'ai décidé de lire la BD, c'est un petit peu à cause de toi, sérieusement. Oui, on a reçu les deux, l'un des deux créateurs de la bande dessinée à une émission quelconque pour laquelle je travaille. Effectivement. Je vais pas faire de pub. Effectivement. Mais non, finalement, c'est un médecin urgentologue avec un infirmier qui s'intéresse beaucoup à la BD, puis on décide de faire une BD cynique sur qu'est-ce qu'est le réseau Le de système santé, québécois. le système québécois de santé. Et sérieusement, c'est quelque chose que tu lis au 2e degré. On est là, rendu où hein. est-ce qu'il faut en rire. Hein? Le sarcasme et l'humour là-dedans, là, hein, puis la façon qu'ils vont se foutre de tout l'appareil là, médical et de tous les fonctionnaires qui sont là-dedans, là. Tu sais qu'à un moment donné, tu vas même voir un des gros fonctionnaires qui est là, il fait comme « Inquiétez-vous pas, ici, tout est sous contrôle, on a du staff 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, là, ça roule jour et nuit, vous allez tout passer, on va s'occuper de tout le monde. Là. » Mais heureusement, c'est géré par du monde super brillant qui sont ici 5 jours semaine, 8 heures par jour, tu sais, c'est grâce à nous, si tout va bien, ben on est là 40 heures semaine, mais on ferme jamais. Tu vois, rien qu'avec ce joke-là, je trouve ça très bon. Puis c'est québécois, ça encourage donc des créateurs d'ici. Disponible, je pense, dans une librairie. Dans Ouais. une librairie pour laquelle tu travailles, j'imagine, Pat? C'est probablement disponible là. Une des 3 librairies, là. L'une des trois. On ne vous dit pas laquelle. Écoutez l'une des émissions de radio et je vous dirai laquelle. Allez voir où chercher ça. Allez, on s'en va, on se prépare notre road trip pour Venom. Yep. Puis on se reparle de tout ça, bien évidemment, d'ici 2 semaines, avec une critique complète du film. Puis honnêtement, j'ai un bon feeling. Moi, Sérieusement, ça nous prendrait une critique positive. Ça fait un bout de temps que c'est pas arrivé. Oui, hein, Hey, parce c'est qu'on vrai. est assez méchants. On n'a pas été gentils aujourd'hui, là. Mais tu sais que Colin Trevorrow ne s'est jamais remis de notre critique de Jurassic Park. Hein. Ça a l'air qu'il se couche la nuit, là, puis il voit juste nos 3 faces Hey, mais détruire son film. J'en entends encore parler, là, de gens qui ont écouté l'épisode qui nous disent qu'on était déchaînés. Je sais pas ce qu'on avait mangé ce soir-là, mais honnêtement, j'ai réécouté Jurassic World et j'ai eu de la peine. J'ai fait comme pauvre film. Pauvre film. Manger une volée comme ça se peut pas. Hey, les gars, on se revoit la semaine prochaine, puis on va parler de ce fameux road trip. Good ciao, bye. Salut. Salut!